Rolling in progress. Yes, Yep. Ça c'est semble bon. commencer du coup. Quoi. Hit. D'ailleurs, on pourrait le faire en anglais. Hein. Mais je rigole. En créole peut-être, mais Même pas, Créole, ça pourrait être... En créole, ça pourrait être marrant. ouais, je suis pas encore prêt, moi. je vais pas aller loin. Et moi non plus, je maîtrise pas encore. Donc, Ok, bah c'est parti. bonsoir à tous. Alors, si on est nombreux ce soir, on est combien connectés? Là, on On est est 40, 39. 40, mais ça va venir. Du coup, alors si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas dans le chat. Je ne répondrai pas forcément en temps réel et je demanderai à nos invités ce soir du coup de s'exprimer. Donc, mais n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau et on prendra par moment le temps d'y répondre ensemble collectivement. Donc, je vais me présenter très vite. Théodore Chabin, moi ça fait 15 ans que je suis dans la cybersécurité de manière officielle. J'ai travaillé à Paris, en France, à Washington, D.C. et également dans la Silicon Valley. J'ai travaillé dans un environnement civil et militaire. Et c'est un petit moment qu'on se connaît avec Shafik. Et du coup, c'est toujours un plaisir de contribuer à tes événements et d'être là avec vous ce soir. Bref, Shafik, je crois que cette année, tu as cartonné, puisqu'en termes d'intervenants, d'année en année, ça augmente en niveau. Je pense que là, tu arrives bientôt sur du niveau level mondial. Donc, Oula. félicitations à toi. Oula. Et en particulier avec, du coup, deux invités que je vais les laisser se présenter, mais ils ont tous les deux la particularité d'avoir grandi, si je pas, vous me dites, hein, les gars, si je ne veux plus dire une bêtise, mais tous les deux sur l'île. Du coup, ce que je vous propose, c'est que vous présentez peut-être en 3-4 minutes, éventuellement, vu qu'on est avec pas mal de public également de La Réunion, de dire d'où vous venez précisément de La Réunion, histoire que ça leur parle un petit peu, c'est dire, même si on est connectés tous de la planète, c'est toujours agréable de savoir que finalement, vous avez aussi des racines locales et que probablement vous retournez de temps en temps à La Réunion. Du coup, je vous laisse commencer. Du coup, je vais prendre celui qui est le plus à l'est en termes de fuseau horaire. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est Michael. C'est ça, effectivement. Donc, Je te laisse. je commence. Oui, Oui. vas-y, je te laisse te présenter. Ok, alors très bien. Donc, je suis Michael Vergoz. Je suis un Saint-Trosien. Donc, j'ai vécu 25 ans à l'île de la Réunion, où j'ai déjà pu commencer à faire pas mal de cybersécurité. Euh, Mon objectif à moi, c'était vraiment de savoir exploiter des failles, comprendre l'intégralité des systèmes. C'est toujours à la fois une curiosité et puis une volonté, des défis personnels de pouvoir faire certaines choses. Donc voilà. Puis j'ai monté plusieurs entreprises, dont une startup qui a été connue pendant un temps à l'île de la Réunion qui s'appelait Binarisec, où j'éditais justement un logiciel de protection des sites internet, un Web Application Firewall. Et donc voilà, ça a duré quelques années. Et puis sans taper sur qui que ce soit, mais il y a eu le mastodonte d'Internet qui est arrivé, notamment Cloudflare, qui a complètement écrasé le marché du WAF. Voilà. Et depuis maintenant quelques années, je suis installé en Suisse, où je travaille en tant qu'associé dans une entreprise un peu multifonction, où notamment je fais de la cybersécurité, on va dire aujourd'hui défensive et puis post-mortem, puisque c'est un peu lié. Donc voilà. Donc en gros, je la fais court, mais c'est plus ou moins ça. Du coup, Michael, tu as quitté La Réunion il y a combien d'années déjà? Alors là, ça fait bientôt 7 ans, hein, quelque chose du genre. Du Ouais. coup, je pense que je peux dire, mais probablement pareil de Raphaël, c'est que ça devient tendance, la cyber, on en parle à peu près tous les jours dans les médias, mais du coup, il y a 7 ans, probablement 15, vous ayez déjà des gens localement à La Réunion qui jouaient, on va dire, dans ce domaine-là. On ne sait pas trop de quel côté souvent, mais du coup, voilà, c'est un sujet peut-être récent, on peut croire récent à l'île de Réunion, mais vous avez déjà des gens comme Michael qui, à l'époque, déjà étaient en plein dans la cybersécurité. Je vais laisser maintenant la parole à Raphaël. On a aussi un background assez exceptionnel ce soir. Donc, je te remercie, Raphaël et Miguel, de nous consacrer du temps ce soir. Du coup, Raphaël, je te laisse raconter un peu ton background qui est pour moi aussi assez exceptionnel. Ayant vécu des deux côtés de l'Atlantique, je suis toujours émerveillé à entendre ton parcours. Raconte-nous. Alors, moi, je préparais un doctorat en boîte de nuit et plage quand j'étais à La Réunion.
En fait, je suis parti de La Réunion en 98, en fait, après avoir raté pour la troisième fois mon bac, en fait. La deuxième fois, j'ai essayé de passer une troisième fois mon bac. Je suis parti en métropole en vacances pour quelques semaines, en fait. En fait, j'ai appelé mon père pour dire, bon, tout compte fait, j'ai trouvé un job par IRC et je vais rester ici. Donc, IRC, pour les jeunes qui sont là, ils ne connaissent plus, et c'est l'équivalent de Slack que vous avez aujourd'hui, on va dire. Donc, j'ai trouvé un job comme ça et j'ai commencé à faire de la hotline pour Wanadoo à l'époque. Franchement, au plus bas niveau de ce qu'on peut appeler de l'Internet, on va dire. Et après, j'ai fait plusieurs choses et je suis arrivé à un moment où, dans une société où j'ai eu le poste de directeur technique pour un opérateur qui s'appelait Neo Télécom. Et pendant que j'étais ce directeur technique de cette boîte-là, j'ai monté ce qu'on appelle un point d'échange pour opérateurs en métropole. C'est un point d'échange qui permet des opérateurs de se connecter et d'échanger beaucoup de trafic. Ce point d'échange est devenu le plus gros en France et dans les 10 premiers mondiaux, en fait. Et après, j'ai quitté ma société, j'ai monté ma propre boîte pour faire du consulting, principalement à l'étranger. Donc, je naviguais beaucoup, je faisais à peu près 3 à 4 mois par an aux États-Unis, pareil en Singapour, donc je faisais de l'Asie et de l'Europe. Et après, j'ai monté ma boîte, une autre boîte avec un associé de cybersécurité, où en fait, on construit un réseau qui fait de la protection des DOS, la protection d'infrastructure. On faisait du L3, L4 pour ceux qui connaissent, et du L7, donc jusqu'à du WAF aussi. Et nos concurrents, c'était des Cloudflare, etc. Il y a 3 ans, enfin 4 ans maintenant, on a levé 5 millions d'euros. Donc, j'ai levé 5 millions d'euros avec mon associé. Quelques mois après, en fait, on a fusionné avec une boîte américaine et on a levé 80 millions de dollars. Et en début d'année, j'ai vendu ma société pour 500 millions de dollars à une société qui s'appelle F5. Et maintenant, je suis le directeur technique de F5 pour l'infrastructure dans le monde. Et du coup, moi, je suis basé en Île-de-France les équipes avec qui je travaille sont basées. En fait, on fait tous les fuseaux horaires. Je passe en Australie, en Asie, en Inde, en Europe, aux États-Unis, Canada. Et voilà. Donc, je suis basé ici et maintenant, je construis un réseau mondial pour F5. F5, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un opérateur, c'est un fabricant de boîtiers de load balancer, on va dire, principalement L7, et qui se tourne vers le SaaS et qui fait sa transformation, ce qu'on appelle digital, pour ceux qui avaient digital, bon, transformation numérique, pour être clair, vers full SaaS. Voilà. Merci pour cette présentation qui est juste incroyable. Du coup, vous avez deux personnes devant vous finalement qui viennent de La Réunion et moi, ce que je peux dire finalement, c'est que La Réunion a donné naissance à travers Raphaël, Michael et certainement d'autres à aujourd'hui des leaders dans le domaine de la cybersécurité au niveau mondial. Alors, je sais que c'est quelque chose qu'on ne dit pas habituellement dans la culture française, mais c'est ce que vous avez en face. Et là, on ne parle pas forcément d'une question d'université et de La Réunion, mais par le profil particulier peut-être de La Réunion, du contexte macroéconomique que vous pouvez avoir, ça a donné naissance à des leaders aujourd'hui et qui ont un impact mondialement, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, mais également en Asie. Bravo à tous les deux et j'espère que votre profil inspirera d'autres personnes de La Réunion. Et du coup, c'est vraiment important de se rendre compte que peu importe d'où l'on vient sur la planète, l'avantage du domaine de la cybersécurité, c'est qu'on est tellement en galère qu'on a la possibilité de voir des profils émerger de n'importe où avec un niveau juste incroyable. Et vous en êtes les deux exemples. Encore bravo à vous. Alors ce soir, le thème, on va parler de tout ce qui est responsabilité finalement et prise de conscience du dirigeant dans le domaine de la cybersécurité. Je pense qu'à travers des différentes conférences, vous avez déjà pu avoir ce sujet plus ou moins abordé. Beaucoup, je pense, sur l'axe finalement plutôt du domaine des attaques informatiques, probablement du ransomware, probablement des fuites de données. Peut-être aussi, vous avez pu entendre parler de tout ce qui est finalement perte de disponibilité des systèmes. En gros, le service, on ne peut plus le rendre, ça tombe. Et du coup, mais c'est aussi vrai finalement dans la presse, on a tendance, quand on pense cybersécurité, on pense cyberattaque. Quand on lit les actualités, c'est toujours une histoire de rançon. Mais de nos jours, finalement, la prise de conscience du dirigeant, elle n'est pas liée juste aux attaques, puisque la difficulté quand même dans notre domaine, c'est que tant qu'on n'a pas été confronté, tant qu'on n'a pas vécu quelque chose d'un petit peu violent, on a du mal à se dire, est-ce que ça me concerne vraiment moi? Et encore plus quand on est dans une zone qui, géographiquement, finalement, n'est pas au cœur de la tech au niveau mondial, qu'on soit à San Francisco, éventuellement à Berlin, éventuellement
à Shanghai ou Shenzhen, on peut se dire, bah, moi, je suis au fin fond de la France, je suis carrément sur mon île à des milliers de kilomètres de tout ça, donc il y a peu de chances que je sois touché. Bien, aujourd'hui, finalement, il y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive. Moi, je dis toujours, il y a deux raisons pour lesquelles on met de l'argent dans la cybersécurité, puisque c'est ce qui compte à la fin de la journée, c'est dire pourquoi les gens concrètement et des chefs d'entreprise vont mettre de l'argent dans le domaine de la cybersécurité. Donc, il y a les risques, mais tant que c'est pas avéré, c'est un petit peu compliqué. Ça reste un domaine qui est assez flou, assez mystérieux pour beaucoup tant qu'ils n'ont pas été confrontés. Et puis, il y a le deuxième sujet qui est en train de prendre une importance de plus en plus grande, en fait, c'est fondamentalement on est obligé maintenant, en tant que chef d'entreprise ou en tant que dirigeant d'une organisation publique, de mettre l'argent pour des raisons qui soient. Alors, moi, ce que je dis, c'est la compliance ou la conformité. Et on va le retrouver sur trois domaines. Le premier domaine, c'est tout ce qui est obligation légale. Alors, on va revenir à travers des exemples après, parce que vous deux, vous avez en discuté un peu en début de semaine lors de la préparation. Vous avez juste des exemples assez croustillants à nous raconter dans ce domaine, mais pour le domaine du RGPD, tout ce qui est protection des données, je pense que vous avez tous entendu parler. On a des obligations légales qui peuvent être sur certaines entreprises ou collectivités locales, y compris l'île de la Réunion, qui ont des obligations vis-à-vis de l'État, avec la directive européenne Nice et avec des opérateurs de services essentiels que vous avez sur l'île. Il y a également des obligations, parfois des obligations d'ordre militaire. On peut être une entreprise privée opérant dans un secteur stratégique et on peut avoir été mis comme OIV. Alors, je ne pourrais pas vous dire si on est sur l'île de la Réunion, puisque c'est une information qui est classifiée, c'est-à-dire qu'il y a le secret défense qui s'établit et on n'a pas le droit d'indiquer s'il y a des entreprises vitales concernées. Et il y a également aussi beaucoup maintenant d'exigences de la part de clients. C'est-à-dire que, alors, moi, en tant que RSSI Transport et mes confrères RSSI, peu importe où finalement où se situe, on a également aussi des obligations qu'on donne aux fournisseurs. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de dire, OK, bon, c'est bien, il y a la loi à respecter, mais il se passe quoi concrètement si on ne respecte pas l'exigence? Qu'est-ce qui se passe concrètement si on ne respecte pas les demandes clients? Ben, je vous propose du coup de commencer avec, allez, on va être sympa, on va faire toujours dans le mode du fuseau horaire, cette fois-ci dans l'autre sens. On va laisser Raphaël commencer par une première histoire. Tu me parlais d'un dirigeant qui a eu quelques soucis avec un sujet, alors je ne me souviens pas tout, mais de pédopornographie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? En fait, c'est avant que tout devienne vraiment très médiatisé et que ça devienne une obligation avec l'ANSSI qui a été créé pour justement mettre un espace réglementaire sur la partie cyber en France. Avant que ça arrive, si on n'était pas prêt, en fait, on pouvait se retrouver dans des situations un peu compliquées, on va dire. Moi, je me rappelle dans les années fin 2010-2011, je reçois un appel de la police un soir sur mon téléphone portable me disant Monsieur Monnier, vous êtes directeur technique de cet opérateur. On a pu concevoir, on a vu des contenus pédopornographiques sur des adresses IP qui sont chez vous, etc. Donc, il était 22 heures. Il me dit donc demain à 7h30, vous êtes au bureau et puis nous, on sera 30 et du coup, on va vous auditionner. Soyez prêts. Bon, quand on reçoit un appel à 22h30 le soir, comme ça, d'un flic qui vous dit bah, demain, vous êtes auditionné et puis vous n'avez pas le choix, venez. Donc, voilà, on prend un coup de froid quand même. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, nous, on s'était préparé un peu à tout ça et en fait, on savait exactement, cet opérateur ne le faisait pas à l'époque, on savait quelle adresse IP était. On référençait l'adresse IP de nos clients dans une base, en fait, qui était la base du RIP, en fait, des réseaux européens. Et du coup, j'ai pu indiquer à ce moment-là aux policiers ce que c'était, qui c'était, quel client, et qu'en fait, je n'étais pas la bonne personne. Et du coup, bah, par contre, mon client, qui lui, il n'était pas du tout prêt, en fait, il s'avère que son serveur, il avait une faille de sécurité, son serveur a été hacké, son serveur a servi de relais pour des forums de pédopornographie, et du coup, bah, il s'est retrouvé que ce serveur était un serveur central, en fait, pour l'Europe, pour un réseau assez complexe. Donc, du coup, bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a un aspect réglementaire de notre côté, c'est-à-dire que nous, en tant qu'opérateur, même si c'est un contenu complètement illégal, si je n'ai pas d'ordonnance du juge, je ne peux rien faire. Je ne peux pas couper le site, je ne peux pas appeler mon client, je ne peux rien faire. Donc, en fait, même nous, si on était prêt d'un point de vue technique, d'un point de vue comment on va faire au niveau juridique de notre côté, bah, on n'était pas du tout prêt en tant qu'opérateur.
C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et en fait, les flics, ce qu'ils essaient de faire, ils essaient de vous donner un maximum de trucs à faire, même si c'est borderline, on va dire. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous orientent. Donc, après, moi, je vais bien regarder. Je dis, bon, ça, je vais de faire, ça, je vais pas le droit de faire, etc., etc. Donc, ce qui fait que quand vous vous trouvez dans une situation un peu complexe comme celle-ci, eh ben, vous êtes beau prêt techniquement, vous n'êtes pas prêt d'un point de vue juridique. Et nous, on n'était pas du tout prêts. Et du coup, on s'est armé un peu après de savoir comment on allait faire. On a une personne qui gérait ça avant que RGPD arrive, parce que du coup, c'était bien avant RGPD. Mais du coup, on a commencé à se mettre comment dire, à la page, je dirais, pour pouvoir gérer ce genre de situation. Mais effectivement, le client s'est trouvé complètement au désarroi le lendemain à prouver que ce n'était pas légitime, etc., etc. Donc, voilà, donc c'est quand même complexe. Ce n'est pas juste une question technique. Il y a tout un panel légal qu'il faut anticiper. Et que du coup, plus la boîte grossit, et plus au fait, il faut être armé, quoi. Et du coup, maintenant, l'ANSSI a été créé, le RGPD a été mis en place. Donc maintenant, en fait, on ne peut plus ne pas savoir. Voilà, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et ben, dans l'informatique, maintenant, c'est encore plus violent qu'avant. Du coup, merci Raphaël pour ces précisions. Du coup, la première chose pour être sûr que tout le monde soit au courant, mais l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Je disais souvent aux États-Unis, c'est un peu l'équivalent de la NSA juste sur la partie cybersécurité en France. Et autre chose aussi, Raphaël, juste pour comprendre, parce que nous, on trouve ça toujours, on est dans la cyber, on affronte ces crises souvent, de plus en plus fréquemment, avant tous les ans, maintenant à peu près toutes les semaines probablement, mais c'est des sujets enfin, on est endurci dans ce domaine, on n'a pas trop le choix, mais du coup, j'imagine que la personne en face, tu parlais du chef d'entreprise, ou enfin le dirigeant en face, elle a dû se décomposer. Je pense que sa vie a dû véritablement changer quand tu as quelqu'un de la police qui t'appelle. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un récemment de la PJ à Paris qui me poursuit sur un salon en disant «Oh, il faut qu'on parle déjà, je suis du domaine, ça me fait peur», mais j'imagine la personne en face, elle devait être décomposée, non? Alors, la personne, de toute façon, c'est toujours, les premières fois, c'est toujours dur quand un flic vous appelle. Et en fait, surtout qu'à l'époque, ils n'étaient pas non plus préparés. En fait, c'était quelqu'un il n'y avait pas d'équipe cyber comme il y a maintenant dans la gendarmerie. En fait, c'est la gendarmerie qui s'en occupe. Aujourd'hui, ce n'est pas la police, c'est la gendarmerie qui s'en occupe. Et en fait, la gendarmerie n'était pas armée pour le faire. Donc maintenant, elles savent mieux accompagner les dirigeants pour les aider, les accompagner. L'ANSSI aide beaucoup, mais à l'époque, c'était le Far West. On était lâchés complètement à nous-mêmes. Et quand bien même qu'à l'époque, de toute façon, les RSSI, en fait, enfin, les responsables des systèmes de sécurité des boîtes, en fait, c'était plus ou moins un directeur technique dans un coin ou un responsable du firewall qu'on nommait RSSI comme ça. Et en fait, il n'y avait pas de vrai responsable qui était capable de dire c'est mon métier, je vais mettre de la gouvernance, etc. Donc aujourd'hui, ça a été changé. Donc maintenant, les entreprises ont des budgets et le dirigeant qui n'affecte pas de budget à la sécurité et à la gouvernance fait une erreur stratégique pour sa boîte. Aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de dirigeants en fait, qui considèrent ça comme un firewall suffit, mais ça va plus loin que ça parce que du coup, tout ce qui est réglementaire n'est pas respecté. Et la plupart des gens avec qui j'ai travaillé, en fait, ce qu'ils vont faire maintenant, elles vont se tourner vers des sociétés, ils vont avoir des RSSI externalisés, on va dire, pour pouvoir gérer pour eux. Donc, en fait, c'est un métier qui a commencé à vraiment sortir du bois il y a quelques années, où il y a des RSSI externes qui travaillent pour 5 ou 6 boîtes et qui font de la gouvernance pour 5 ou 6 boîtes en même temps. Oui, effectivement, du coup, on se rend compte qu'on parle bien d'un sujet qui est énormément juridique. On ne parle pas juste de technique. On a parlé à travers ton domaine, évidemment, qui a beaucoup de techniques, mais derrière, il y a aussi beaucoup d'organisationnel et finalement, de juridique, de RH ou autre. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin, à un moment donné, d'experts cybersécurité qui font à peu près 20% technique, mais votre informaticien classique, c'est pas lui, malheureusement, qui va pouvoir faire la cybersécurité. Du coup, maintenant, je vais passer à Michael, on en discutait aussi en début de semaine, quand on a parlé aussi de ses expériences. Je disais, mais du coup, toi, qu'est-ce que tu vois? Parce que moi, quand même, malgré tout, je suis comme beaucoup sur les attaques. Je suis vraiment sur la partie, alors que ce soit défensif ou en face pour protéger les gens qui font de l'offensif. Mais concrètement, ce que tu me disais, ça m'a assez surpris finalement. Il y a du chantage aujourd'hui en termes de rançon lié aux obligations en termes de conformité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont essayé de dire raconte-nous, tu m'as parlé d'une anecdote, d'une histoire récemment où finalement il y avait une histoire de pirates
qui sont attaqués, qui ont dénoncé en disant on va publier et vous allez avoir des gros problèmes avec vos clients. Raconte-nous en détail, s'il te plaît. Ouais, alors ça, c'est effectivement une expérience toute fraîche pour un industriel pour qui je travaille aussi. Et donc, lui, il a été victime d'un ransomware, tout simplement. Enfin, on pourra en parler, mais qui n'est pas dû de sa responsabilité. Donc ça, c'est une autre question dans la chaîne de responsabilité au niveau de la réglementation. Finalement, qui est-ce qui est responsable de ce système informatique? En l'occurrence, comme ça avait été le cas avec SolarWind, il s'est fait pirater par son propre un des prestataires, en fait. Donc, finalement, il s'est fait viruser ses données. Pendant un long moment, le groupe de criminels a été en mesure en fait de poncer l'intégralité du réseau et de détecter quels étaient les éléments importants en fait dans la chaîne de données pour eux, pour qu'ils puissent travailler. Et une fois que ça a été identifié, ils ont exfiltré une grosse partie, enfin une partie des données en tout cas. Et puis, dès qu'ils avaient réalisé ça, ils verrouillaient les fichiers avec un mot de passe que seuls eux sont capables de donner. Donc, en fait, suite à ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'entreprise, elle est embêtée parce que d'un côté, elle ne peut pas travailler. Donc, elle est vraiment bloquée. Et ça fout un coup dur au moral des collaborateurs dans la boîte. Ça crée aussi une forme de paranoïa pour les dirigeants. Et parallèlement à ça, il y a, hormis les affaires de police judiciaire qui doivent être enclenchées, on a une boîte qui ne tourne pas, puis on a des hackers qui menacent de publier les données si la rançon n'était pas payée. Donc en gros, ils savent très bien qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont des données personnelles, des données sensibles, sont sujets à des réglementations maintenant de plus en plus globales, qui notamment donnent suite à des amendes qui peuvent être aussi très très élevées. Je parle par exemple la GDPR, ça peut monter jusqu'à 20 millions d'euros l'amende. Alors on n'en a pas encore vu, mais ça va venir en France. Je veux dire, les Allemands sont très très virulents, violents là-dessus. Ils mettent les amendes. Et donc, on n'y est pas encore, mais ça arrive. Donc, les hackers savent ça. Ils savent que dès lors où des données sont publiées sur Internet, eh bien, ils savent que les régulateurs vont se pointer à la porte des industriels et puis de leur demander des comptes à la fois sur leur capacité cyber et leur capacité juridique derrière pour se justifier en fait de cette fuite de données. Donc, croisé à tout ça, on a toutes des histoires de responsabilité et d'assurance. Donc, ça, c'est d'une simple action, on se retrouve en fait dans une gadoue à la fois technico-juridique qui vraiment est difficile psychologiquement parlant hein, pour les collaborateurs. Et puis, après, on a toutes les problématiques techniques, ça c'est une chose, mais il y a aussi la problématique, typiquement, quand vous vous faites pirater, vous devez être en mesure d'identifier typiquement les victimes. C'est-à-dire, si par exemple, moi, je vous ai envoyé un CV, je vous dis une bêtise, je dois pouvoir être en mesure de dire, l'entreprise a été virusée, il y a eu d'exfiltration de données publiées. Donc, les personnes qui figurent dans ces fichiers qui sont publics sont des victimes. C'est-à-dire que on a des numéros de sécurité sociale, potentiellement des actes de naissance, n'importe quoi en fait, qui est sujet à la personne et qui, si un jour demain une personne ouvre un compte en banque à sa place, par exemple, eh bien, il faut qu'elle puisse avoir été identifiée comme victime avant pour qu'elle puisse prouver que ce n'est pas elle qui a ouvert le compte en banque. Donc, et tout ça, les hackers, enfin, moi, j'appelle même pas ça des hackers, j'appelle ça des gangs de criminels. Ils sont là pour monétiser et gagner de l'argent en usant de la bassesse, en fait, des gens et de l'état des gens à la fois psychologique, juridique et puis technique.
Et donc voilà, donc ça c'est vraiment l'expérience fraîche. D'ailleurs, je suis pas toujours sorti de ça, mais ouais, c'est toujours ça. Ouais. Du coup, Mickaël, pour rebondir sur ce que tu dis, finalement, moi, ce que je comprends de ton discours, c'est qu'on a deux choses. On a d'un côté, en fait, c'est qu'on a des obligations, en fait, en tant qu'entreprise ou organisation publique, que ce soit au niveau de la loi ou de ses clients. Vous les connaissez peut-être pas, hein, mais moi, ce que je comprends de ton message, finalement, c'est que eux, les criminels, savent très bien. Donc, du coup, quand ils vont Ouais, clairement. s'attaquer à toi, finalement, ils sont plus tellement dans un schéma de se dire je vais faire fuiter des données pour qu'il y ait une perte de confiance client. Là, c'est plutôt, de toute façon, si les données fuitent, c'est plutôt pas une question de confiance, c'est que il va raquer en termes juridiques derrière. C'est Clairement, ça ouais. hein, dont tu parles. Et après, la deuxième chose que je retiens de toi, c'est que avant, en fait, on parlait de hackers. D'ailleurs, moi, je dis toujours aux équipes cyber avec lesquelles je travaille, je ne veux plus entendre ce mot, puisqu'aujourd'hui, les hackers sont pour moi ceux qui conçoivent finalement que ce soit le rançon, le virus. Mais aujourd'hui, on est sur une profession qui a entamé sa transformation aussi. Et du coup, souvent, les mafias, finalement, ont entamé leur transformation digitale. Donc, en face de nous, finalement, le hacker fait plus que concevoir l'outil. Et aujourd'hui, c'est des vrais gangs, des criminels finalement qu'on a en face de nous qui vont s'appuyer sur le hacker, mais du coup, on se retrouve vis-à-vis en face de mafias ou des bad guys, enfin des méchants que vous pouvez voir dans la rue. Finalement, c'est eux aujourd'hui qui sont derrière et qui sont capables d'aller flinguer ensuite des ados de 15 ans, par exemple. Ah ouais, totalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet argent-là passe par des circuits criminels traditionnels. Donc, quand vous payez une rançon, le circuit de blanchiment qui est globalement assez plus ou moins connu, sans être connu, enfin, c'est un peu compliqué, mais on sait plus ou moins où est-ce que va l'argent, puisque c'est la blockchain et globalement, on sait tout. On arrive avec du crime croisé, quoi. On n'a pas que du cybercrime qui arrive là-bas. Et donc, ouais, effectivement, il y a cette histoire de tuer. Et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est que le groupe criminel, il est là pour évaluer vraiment la personne. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, et ça, je le dis, c'est un vrai conseil que je donne à tous ceux qui veulent s'assurer contre le cybercrime, si vous signez un contrat cybercrime avec qui que ce soit, faites en sorte que votre contrat ne soit pas sur un support informatique. Je le dis très sincèrement parce que c'est des facteurs de 10 dans les demandes de rançon. Donc, oui, effectivement, même sur les attaques, finalement, ils utilisent la conformité pour récupérer l'argent. Et ce que tu dis, c'est que finalement, la conformité, c'est pas juste vous, mais également vous sous-traitants. Ben, merci pour ça. Raphaël, on discutait en début de semaine et on se disait, bon, qu'est-ce que tu peux nous raconter ce soir? Il me dit, bah, j'en ai tellement, enfin, ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans le domaine et j'en ai des dizaines d'histoires. Et tu m'as dit, OK, je vais en réfléchir à une Je sympa. Et du coup, peux rebondir sur ce que Michael a dit en fait pour la partie message, la partie crime organisé. En fait, nous, on protège beaucoup de sites contre des attaques DDoS volumétriques. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de saturer la bande passante des sites, etc., ou des opérateurs. Moi, ce que j'ai eu, je vais remonter un peu haut et revenir plus récemment. 2012, c'est là que j'ai eu ma plus grosse attaque, l'expérience la plus marrante, on va dire. Enfin, maintenant, c'est marrant, mais sur le coup, c'était pas marrant. Euh, pour ceux qui connaissent, il y avait un site qui s'appelait Mega Upload à l'époque. Et Mega Upload, du coup, vous pouvez tout télécharger dessus. Et en fait, c'était tous les gouvernements n'en pouvaient plus, tous les organismes de droits d'auteur ne pouvaient plus ce site et se faire tomber. Janvier 2012, le FBI saisit le nom de domaine bloqué par l'ICANN. Et du coup, le nom de domaine est plus disponible. Donc là, c'est marqué, il y a une grosse page du FBI à la place du site Mega Upload et personne ne peut plus accéder à ces ressources. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, j'avais des clients chez nous qui étaient des opérateurs et j'avais des clients qui étaient également des OIV ou qui étaient des ayants droit. Ce qui s'est passé, nos amis Anonymous qui étaient pas très contents que le FBI saisisse un domaine, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis à attaquer toute la planète. Alors, du coup, moi, j'avais 5 OIV chez moi, plus l'ARCEP et un autre site du même genre. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'est pris des DDoS pendant 4 heures ou 5 heures, ce qui est relativement normal, on va dire. Sauf que du coup, ça avait commencé petit, à plusieurs centaines de gigas, pour arriver carrément à 500, 600 gigas. À l'époque, c'était vraiment beaucoup. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont attaqué pour cacher en fait, le fait qu'ils essayaient de rentrer sur le site, pour poster un message politique.
disant qu'ils étaient contre, etc. Donc, ils avaient pris la main sur le serveur et ils avaient une page d'Anonymous, on est contre, etc. Et puis, ils commençaient à poster des données ou un peu avant Wikileaks, ils commençaient à poster des choses qu'ils avaient récupérées sur d'autres sites pour dire voilà ce qu'il y a, voilà combien égale tel auteur, etc. etc. C'est des voleurs, etc. Donc là, il y a eu une conséquence en fait de ce qui s'est fait. Un site s'est fait arrêter, Mega Upload. Anonymous a attaqué tout le monde, a hacké des sites et posté des messages. Et ce qu'on a eu, c'est que j'ai eu 2 autres organismes du même genre. Ils ont décidé eux-mêmes d'éteindre leur site de peur de se faire hacker pour ne pas avoir à véhiculer depuis leur site, depuis leur URL, un message politique. Et donc ça, ça a duré pendant 3 jours. Donc 3 jours d'attaque. C'était une des plus longues attaques que j'avais vues à l'époque. Mais du coup, les sites ne savaient pas quoi faire. Enfin, ils ont préféré éteindre leur site pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, ils n'avaient plus d'identité numérique. Ils étaient coupés du monde. Plus de mails, plus rien, etc. Ils ont tout arrêté. Donc là, c'est une des choses qui était marrante. Donc ça, c'était, on remonte à 2012. Donc récemment, maintenant, ce qu'on a, quasiment tout le temps, maintenant, on a la partie solde. Donc on a Black Friday qui est bien implanté en France maintenant et à La Réunion également. Ce qu'on a, c'est que quasiment un mois avant, on commence à avoir des petites attaques sur nos clients, des attaques pour tester un peu, voir quelle faille il y a. Et généralement, 2 semaines avant, on a une grosse attaque qui apparaît. Donc, on arrive maintenant au terabit d'attaque. Donc, on a des très grosses attaques. Si ça passe, les clients reçoivent un mail disant « Vous avez vu ce qu'on est capable de faire. Donc, si vous ne nous payez pas un Bitcoin ou n'importe quoi, on vous fait tomber 2 jours à Black Friday et on s'arrête 2 jours après. Et donc, vous allez rater votre Black Friday. Et donc, du coup, vous payez ou sinon, vous allez mourir. » Et du coup, c'est pour ça que les sites, maintenant, dans leur budget, elles prévoient de se préparer à se protéger contre des attaques volumétriques, applicatives, etc. Donc, c'est pour ça que maintenant, le commerce, enfin, honnêtement, la plupart des trucs montent en ligne plutôt que dans le magasin aujourd'hui. Et de nos clients, ils sont préparés à se faire attaquer et avoir des demandes de rançon. Et les demandes de rançon, maintenant, c'est quasiment systématique. Et maintenant, c'est même plus en argent, c'est en Bitcoin. Du coup, pour continuer dans ce schéma, en fait, moi, je suis associé d'une société de transport actuellement et des implémentations, y compris à l'île de la Réunion, avec des obligations finalement en termes de temps de service, de transport. Et quand on creuse derrière, on se retrouve finalement aussi à avoir des systèmes informatiques. Et si on ne veut pas prendre d'amende, ces systèmes informatiques doivent tourner non-stop. Donc, du coup, ce que tu auras dit, ce que tu racontes avec ce chantage finalement au niveau de disponibilité de la plateforme, derrière, en fait, il faut savoir que ces plateformes souvent ont des obligations aussi contractuelles à maintenir. Donc, évidemment, il y a la perte de chiffre d'affaires qui ne pourrait pas être fait pendant le Black Friday, mais la chaîne de prestataires qui maintient finalement ces infrastructures, elle va prendre des pénalités également pour ne pas avoir respecté aussi ces niveaux de disponibilité. Donc, du coup, ce chantage, il est vraiment à double niveau avec la crainte de perte d'affaires. Et si la perte d'affaires, ce n'est pas vraiment le pire sujet, elle peut s'attaquer aussi, et je l'ai vu, à des entreprises qui ont des obligations en termes de disponibilité, où c'est contractuellement indiqué que si ça tombe plus de tant d'heures par mois, vous payez. Et eux, vous connaissez peut-être pas bien vos contrats, mais eux les connaissent bien. Et donc, du coup, ils vont vous cibler spécifiquement si vous avez ce genre d'enjeu. Et du coup, alors, je sais que cet événement, j'aurais dû venir cette année à La Réunion, Shafik, pour venir cet événement un peu compliqué toujours avec le Covid. Mais du coup, à cause de ces sociétés de transport, moi, maintenant, je vérifie tous les contrats qu'on passe finalement avec les autorités locales. Et donc, du coup, vous me verrez probablement dans les prochaines semaines également sur l'île de La Réunion, puisque finalement, on a des obligations, que ce soit sur la disponibilité, la confidentialité, avec des réglementations et des contrats, et un lien finalement avec ce monde du risque, qui est de dire que si vous n'avez peut-être pas tout compris, ces niveaux de disponibilité, ces contraintes légales, eux, ils ont très bien compris et ils vont s'attaquer à vous pour faire en sorte que, du coup, vous payez évidemment. Du coup, ce que je vous propose sur cette deuxième partie, puisque moi je suis persuadé, si je raconte à Raphaël, à Mickaël, racontez-moi encore plus d'anecdotes, on peut y passer à peu près 2 semaines non-stop. Si on leur propose des bières, ça peut être un peu plus long encore, ça va être sympa. Je vous propose peut-être, est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants aujourd'hui qui, encore une fois, je vous dis, d'un calibre international. Il y a une question là qui a été posée par FEBEN. Alors, du coup, Je tu peux me valide. dire... Ouais, je veux bien que tu redises la question. Ouais, nous parlons de Paul. confiance. Avez-vous un chemin pour sensibiliser les différents chefs d'entreprise? Comment sensibiliser et se faire entendre
votre retour d'expérience là-dessus, messieurs. Alors, je vais commencer, après je passerai la main à Michael. En fait, moi j'ai l'avantage, moi je suis opérateur d'infrastructure. Je parle de l'infrastructure, donc c'est plus simple pour moi. Moi j'ai l'obligation de moyens et le résultat, en fait, il est lié à ma capacité à réagir à une attaque ou autre, etc. Pour moi, c'est relativement simple. Moi, je vais d'abord, en fait, voilà, je prends un code aussi. Je vais d'abord, en fait, accompagner le dirigeant à dire voilà quelle solution il vous faudrait techniquement pour vous protéger, etc. Voilà les coûts associés. Par contre, tout ce qui est en interne, ce que vous devez faire, moi, je ne sais pas faire. Et ce n'est pas mon métier de le faire. Et ça, c'est plutôt, du coup, le métier de Michael. Et moi, je ne veux pas faire ce métier-là parce que, en fait, il change vraiment, mais quasiment tous les jours, toutes les semaines. Et du coup, ça demande beaucoup plus. Moi, je suis très technique. Si je peux éviter d'écrire avec un crayon papier ou n'importe quoi, je peux juste taper, ça m'arrange en fait. Et du coup, toutes ces parties juridiques ou autres sont extrêmement pénibles. Et c'est pour ça que moi, je leur soit faire des prestataires qui pourront les aider à faire leur conformité ou se renseigner avec l'ANSSI et l'ANSSI leur donnera les sociétés qui pourront les accompagner. Moi, aujourd'hui, j'accompagne d'un point de vue purement technique et infrastructure, et tout le reste, je leur conseille de soit l'ANSSI en France ou soit des partenaires comme Michael, dont c'est le métier, quoi. Oui, et du coup, Mickaël, est-ce que tu souhaites compléter un petit peu cette réponse? Oui, complètement. Alors, je pense qu'il y a deux choses qui va pour améliorer, enfin, pour sensibiliser les gens. Il y a les médias, premièrement. C'est-à-dire que quand on commence à parler, on dit Facebook bloqué, ils ont perdu leur adresse book, ils sont dans la NAS, ou telle entreprise a été piratée, ils sont loqués, etc. Ça marque les esprits, ça. Premièrement, vraiment, euh, c'est toujours une histoire un peu de moutonnage, entre guillemets, et puis le leader de cette chaîne-là, c'est vraiment le média. Ensuite, il y a le deuxième truc qui, malheureusement, on peut pas, c'est pas préemptible, c'est l'aversivité. Donc, vous vous faites pirater. La meilleure façon d'être sensibilisé à quelque chose, c'est de le subir. Moi, je le vois tous les jours dans mon travail, même quand on annonce. Moi, ça m'est arrivé de dire à tel client, écoutez, le peu que j'ai vu, vous avez par exemple des filiales qui sont affectées, il faut faire quelque chose. On va voir les filiales, on discute avec elles, on leur dit qu'il y a un problème et ils font rien, ils bloquent. Et puis 6 mois plus tard, ils se font ransomware. Et donc ça c'est vraiment une histoire d'intérêt de la personne, de l'entreprise pour la cyber, les médias et puis l'aversivité, quoi, en fait. Donc, ça veut dire l'aversivité, c'est on apprend par la douleur, en fait. Du coup, moi, ce que je comprends en termes de sensibilisation, que ce soit la compréhension de risque ou autre, vu qu'aujourd'hui, finalement, la probabilité qu'une entreprise se fasse attaquer, elle est tellement forte que se pose la question finalement de dire est-ce qu'il y a vraiment besoin de la sensibiliser? On attend juste qu'elle va péter et c'est une question de semaines ou de mois. Moi, ce que je peux vous dire d'un point de vue cybersécurité, si vous êtes expert cyber, c'est que aujourd'hui, c'est tellement l'enfer depuis le Covid. On avait une attaque majeure tous les 3 ans sur l'organisation de taille intermédiaire ou grosse en France. On est passé environ une par mois. Je pense qu'on va y passer une par semaine. Nous, en tant qu'experts cybersécurité, je pense que l'enjeu, c'est plutôt de dépenser le temps finalement sur là où ça fait mal, où les gens sont prêts à payer, puisque aujourd'hui, alors, moi je dis souvent, on est un peu en mode Titanic, c'est-à-dire que il faut vous savez, il y a le Titanic qui se crache et il faut sauver les femmes et les enfants. Et nous aujourd'hui, on est plutôt à dire, on va peut-être se concentrer uniquement sur les bébés. Donc si vous êtes expert cybersécurité, peut-être qu'il vaut mieux se concentrer là où ça pue vraiment, puisqu'aujourd'hui on manque de main-d'œuvre un peu partout. Et puis malheureusement, les entreprises qui ont toujours pas compris, on essaiera de s'occuper d'elles si on a le temps le jour où ça crachera. Mais je pense que le sujet de la sensibilisation du chef d'entreprise, avec le Covid aujourd'hui, il est mis au second plan puisqu'on est en mode pompier systématiquement. Et je pense que Raphaël et Mickaël vous diront la même chose, c'est qu'aujourd'hui, on passe notre temps finalement à courir, à soigner, plutôt qu'à venir en préventif comme on pouvait le faire avant le Covid. Du coup, Malgré tout, je peux juste te donner une petite lueur d'espoir, c'est que entre il y a, je dirais, 10 ans de ça et puis aujourd'hui, la compréhension, l'acceptation de la cyber, elle est quand même vachement meilleure.
Ah oui, on n'a plus C'est-à-dire qu'il y besoin a de des convaincre. gens, ouais, voilà. Et puis il y a des gens qui sont capables d'être préemptibles et mettre les fonds avant d'avoir des problèmes. Ah, Ça, il en existe quand même. je les ai pas croisés, mais je dois t'avouer que ça m'amuse plus d'aller là où les gens ont vraiment En tout eu cas, c'est le cas mal. du secteur bancaire, hein. Du coup, Ça, je m'en excuse, j'ai déclenché une polémique au passage sur la bière. On m'a dit que l'île de Réunion, c'est le rhum. Moi, je suis preneur. J'aime bien les bonnes bouteilles. Et du coup, promis, si on s'attaque à une rhumerie locale, on essaiera d'aider avec on trouvera le temps nécessaire en ne faisant pas trop payer, puisque le rhum, a priori, c'est vital là-bas. Donc, du coup, on aidera. J'ai vu Pour rebondir un peu différentes. sur ce qu'il a dit, moi, ce que je veux rajouter, c'est que de mon côté, en tant que prestataire d'infrastructure, ce que j'avais vu souvent dans mes anciennes vies ou quand je faisais un peu de consulting, c'est que j'arrivais sur des sociétés où le RSSI n'avait pas de niveau en fait. Parce qu'il n'avait pas été formé, ou en fait c'était un mec qui était, comme je disais au début, qui a été catapulté à ce poste-là, qui s'est malheureusement bien souvent senti pousser des ailes et qui était monsieur non dans la boîte, au lieu plutôt que pour moi quelqu'un de sécurité, de dire voilà comment je peux t'accompagner pour pouvoir le faire. Et dire non, c'est la pire des choses parce qu'ils vont tous essayer de contourner. En fait, un bon RSSI va dire voilà, la contrainte, elle est là, tu veux faire ça, ok, je vais t'accompagner, voilà ce qu'il faut faire pour y arriver. Et en euh, fait, aller dans la négation dès le départ sur la cybersécurité, ce que font la plupart des gens, c'est une énorme connerie. Parce que la première chose qu'ils vont essayer de faire, c'est bypasser. C'est pour ça que nous, par exemple, moi, j'ai 2 téléphones. Voilà, j'ai 2 téléphones portables. J'en ai un, je ne peux pas récupérer mes mails, je ne peux pas récupérer de fichiers, etc. Et sur mon téléphone, je fais ce que je veux. Et en fait, j'ai un téléphone qui est dédié au boulot pour mes données sensibles et sécuriser mes chats, etc., etc. Et j'ai un autre téléphone pour faire ce que je veux. Donc, je peux recevoir tous mes appels dessus. Donc, si quelqu'un a hacké mon téléphone, il va voir qui j'ai appelé, super, mais il n'aura pas mes mails, il n'aura pas mes fichiers, etc. Voilà, donc en fait, moi, j'ai dit, moi, je veux ça, etc. Et au bout d'un moment, on a eu fait, il y a des choses qu'on n'avait pas accès sur le téléphone perso, qu'on a eu accès, parce qu'en fait, il n'y avait pas de problème de sécurité. Mais du coup, ça a été un travail avec ce qu'on appelle trust chez nous dans les boîtes, où on est allé travailler avec eux pour leur dire, voilà, nous, ça nous emmerde d'avoir que des contraintes. Ça, on aimerait pouvoir le faire différemment. Comment on peut faire? Et du coup, on a travaillé avec eux pour le faire. C'est long, c'est pénible, mais au moins, on en va travailler. Tandis du que si on coup, dit non tout le temps, la première chose qu'on va faire, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait un test. Hein, on a passé le téléphone en mode bah, en développeur, et puis on a changé plein de trucs, et on arrivait à se connecter sur les outils en faisant croire qu'on était un PC. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on a réussi à faire, qu'on était censé faire. Donc du en fait, coup, on a plutôt nous montré qu'on pouvait faire des choses qui n'étaient pas bien, et comment faire pour que arrêter de bloquer tout le monde, pour que les gens puissent avoir un environnement de travail qui est sain et qui n'est pas uniquement contraint. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, et c'est une des questions, justement, se pose la question de la formation. Une fois qu'on s'est dit, bon, bah, bingo, j'y vais. Par contre, je n'ai pas tant d'argent que ça, je dois pas en mettre plus, mais je fais ce que je veux. Alors, moi aussi, hein, j'ai plein de téléphones dans tous les sens. On a un homologue qui est enfin, français, qui est expatrié aux États-Unis, qui travaille au département de la défense américain, le US Department of Defense. Et je vois Raphaël sourire parce que je pense qu'il le connaît aussi. Et du coup, lui, ce qu'il disait récemment, c'est comment pouvez-vous imaginer. La cybersécurité, c'est un métier extrêmement complexe, qui est à 20% technique, il y a du juridique, il y a plein de choses dedans. Mais comment imaginez-vous à un moment donné que on puisse mettre dans un avion de chasse quelqu'un qui n'y connaît rien et pas un pilote. Sur des métiers comme le pilote de chasse, finalement, on va faire en sorte qu'il y ait une formation, alors en temps de guerre qui peut être accélérée, mais on ne peut pas imaginer que dans un Rafale ou dans un avion de combat, on mette n'importe qui. La cybersécurité, qui est un métier extrêmement complexe, et bien, c'est la même chose. On ne peut pas se dire du jour au lendemain, tiens, je vais mettre quelqu'un et c'est parti, je nomme cybersécurité, vas-y, parce il va se cracher comme il le ferait avec un Rafale. Du coup, Raphaël et Mickaël, pour rebondir sur ça, si demain, malgré tout, alors je pense que vous connaissez un peu, vous êtes de La Réunion, vous avez été un peu partout sur la planète. Si demain, dans le contexte de La Réunion que vous connaissez, en disant, OK, maintenant j'ai compris, ça pue au niveau risque, et en plus j'ai des obligations légales, je ne les connais pas toutes, mais je sais qu'a priori j'en ai et ça va puer. Euh, Comment finalement je forme des gens, comment je prends, quelle formation je vais faire attention que le RSSI ait, quitte à nommer quelqu'un, le former. Est-ce que sur l'île de la Réunion, vous feriez comment, vous, si localement vous dites, tiens, bah, demain il me faut absolument quelqu'un de compétent à l'île de la Réunion, vous feriez comment localement? Euh, ouais, c'est compliqué. Alors, il y a Epitech à La Réunion qui a pour moi un niveau assez bon pour former
les jeunes, on va dire. Après, globalement, ce qui se passe, moi, c'est ce que j'ai dit, que je suis venu à cette conférence à La Réunion il y a 2 ans, je crois, ou 3. Moi, ce que j'ai dit aux jeunes de La Réunion, le problème de La Réunion, c'est que il y a un avantage et un inconvénient. La Réunion, c'est beaucoup de jeunes. Et pour moi, venant de La Réunion et français, je trouve qu'on a une capacité d'apprentissage. Quand vous naissez à La Réunion, en fait, vous naissez dès le départ, vous apprenez 2 langues. Vous apprenez le créole et le français. Donc, vous entraînez votre cerveau, en fait, dès le départ, en fait, à pouvoir anticiper 2 choses en parallèle. Ce qui n'est pas le cas des Français ou des Américains. Ils n'apprennent qu'une langue, point barre. Ce qui fait que nous, on démarre quand même avec un avantage. Déjà, l'avantage d'être à La Réunion, c'est déjà un premier avantage. Et le deuxième, c'est que vous apprenez 2 langues, voire 3 des fois pour certaines personnes. Donc vous avez une capacité d'apprentissage. Moi, ce que je dis aux jeunes de La Réunion, c'est quand vous êtes jeune, vous avez votre bac, eh ben, allez à l'étranger, soit en métropole, soit en Afrique du Sud, ou soit aux États-Unis ou autre. Même si vous perdez 2 ou 3 années de votre vie à ne pas savoir ce que vous allez faire comme métier, vous allez apprendre autre chose et vous allez apprendre des compétences. Donc, en fait, si quelqu'un a fait cette démarche étant jeune, il est parti aux États-Unis, il est parti en Asie ou autre. En Asie, c'est un peu plus violent que aux États-Unis. Du coup, c'est quelqu'un qui aura une expérience différente. Et quand elle va arriver, pour moi, un RSSI doit être quelqu'un qui doit être force proposition et quelqu'un qui soit capable de s'adapter au changement. Quelqu'un qui est, pour moi, je dis très clairement, je n'embaucherai jamais quelqu'un qui a fait 25 ans dans la même boîte ou 15 ans dans la même boîte et qui est resté au même endroit toute sa vie. Pour moi, un RSSI, c'est quelqu'un qui soit capable d'accepter le changement et de s'adapter au changement. Quelqu'un, quand le CV, c'est marqué une expérience, je ne le prendrai jamais. Du coup, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, après je laisserai Mickaël aussi dire, c'est effectivement, il faut une compétence. Après, le problématique, je pense qu'on la connaît, c'est que quand on a des personnes qui partent à l'étranger, est-ce qu'ils reviennent ou pas? Tu vois, moi, je suis parti de la France en disant, parce qu'on parle beaucoup de la France en disant c'est grand peut-être par rapport à la Réunion, mais par rapport au niveau de tech, la France est assez faible aussi, hein. Donc, quand on part à l'étranger, on se dit est-ce que je reviens ou pas? Par contre, ce que je retiens, c'est qu'on a besoin de ces compétences-là. Il y a des écoles qui se montent. Shafik a cette initiative aussi, si je ne dis pas de bêtises, sur l'île de la Réunion. Ouais. Est-ce que finalement, c'est pas plutôt à défaut de faire revenir des gens, ça va être forcément, j'imagine, compliqué, puisque quand tu as passé autant d'années à l'étranger, est-ce que tu as vraiment envie de revenir faire un RSSI localement avec un salaire local? Je le dis honnêtement, je ne suis pas sûr que vous seriez prêt aujourd'hui à prendre un salaire local et revenir finalement faire le métier de RSSI. Par contre, est-ce que c'est pas envisageable que des écoles locales finalement s'appuient sur des formations à l'étranger avec vous finalement qui ont ces backgrounds et pouvoir accompagner ces RSSI locaux qui sont en train de se monter en compétences? Oui, si, il y a des choses qui effectivement, depuis maintenant 2 ans, qui se mettent en place. Alors, donc, Raph parlait d'Epitech, mais clairement, pour l'instant, l'école où en tout cas, où il y a des jeunes qui sortent avec déjà un petit niveau en cybersécurité, c'est Expertnet, où ils ont donc lancé le bac+5 cybersécurité, sachant que c'est des jeunes qui ont depuis quasiment le bac+2. Donc, ils font toute la filière système réseau sécurité avant d'arriver vraiment sur une spécialisation cyber. Après, la tendance, par contre, par rapport à la question sur la partie RSSI et référent cyber, c'est que il commence aussi à avoir donc effectivement, il y a eu des nominations, peut-être pour des raisons politiques ou amicales, etc. Mais la démarche de venir en formation, moi je constate moi par mon activité, parce que c'est mon cœur de métier, c'est la formation. J'ai de plus en plus de RSSI qui viennent se former sur la partie cyber, sur la partie normes ISO 27001, sur la partie RGPD, DPO. Donc, il y a cette tendance où effectivement, ils sont conscients qu'ils n'ont pas les compétences et ils viennent donc sur des formations. Alors, c'est des formations courtes et on leur dit clairement que ce n'est pas en sortant de là qu'ils vont avoir les capacités. Donc, il faut qu'ils continuent à se former, qu'ils continuent à expérimenter. Mais en tout cas, il y a cette démarche-là de venir. Ils sont conscients qu'effectivement, ils n'ont pas les compétences et ils viennent acquérir les compétences. Le référent cyber, il y a l'IUT de Saint-Pierre qui fait des formations là-dessus, donc sur le référent, donc en se basant sur le référentiel de l'ANSSI pour former des référents cyber sur l'île. Donc il y a quand même des choses qui se mettent en place en matière de formation. La CCI aussi, hein, le SRN, c'est-à-dire l'École supérieure régionale du numérique, qui a pareil un bac+5 cybersécurité. Donc c'est en train de, clairement, en tout cas sur l'île, c'est en train de se développer. C'est ce que disait l'année dernière, on avait
Brian Nice, qui travaille à la Commission européenne sur la partie investigation numérique, qui lui est parti comme vous, hein. Il est parti parce qu'il n'y avait pas de structure de formation sur l'île. Il est parti se former en métropole. Et là, donc, désormais, il voit qu'effectivement, l'écosystème est en train de se développer et il est intervenu sur pas mal de structures, notamment l'IUT, pour inciter les jeunes à aller vers dans ce domaine-là, dans ce domaine de la cybersécurité. Oui, du Euh, coup, donc il y a oui, bien des initiatives locales en termes de formation qui sont créées. Après, se poser la question, c'est vrai pour certains, d'autres peut-être pas, mais se dire est-ce que les formateurs ont cette expertise internationale? Il y a quelque chose qui se pratique et que vous peut-être partager, Raphaël et Michael, je suis à peu près sûr que vous ayez connu ça. À San Francisco, moi, je l'ai vécu, mais il y a le concept aussi de Learning Expedition. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent à un moment donné, peut-être, qu'on ait ce mécanisme finalement pour ces gens de la cyber qui sont en train de se former avec des instances locales, se dire est-ce qu'ils n'ont pas tout intérêt à venir à Paris, en mm. Suisse, aux États-Unis ou éventuellement en Chine et vous avez cette expérience, Michael, c'est Learning Expedition, tu en as participé à certaines? Alors, non, je peux pas dire ça. Par contre, je peux juste te rappeler, moi, ce que j'ai vécu et puis ce qui s'est passé par la suite. Moi, j'ai dû arrêter l'école à 15 ans. Il y avait vraiment pas de structure pour pouvoir accepter de m'apprendre des choses là-dessus parce que personne n'y comprenait rien et personne ne voulait rien faire. À cette époque-là, l'EPITA, l'EPITech n'étaient pas du tout ce qu'ils étaient aujourd'hui, ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, que je sois en métropole ou à San Francisco ou n'importe où, il n'y avait aucun système de ma connaissance à cette époque, c'est-à-dire il y a 20 ans de ça, même plus que ça, qui était capable d'accepter de me former, en fait, qui pouvait me former. Moi, je me souviens vraiment d'être un alien hein, par rapport à tout ça. Puisqu'à l'époque, on piratait à tour de bras. Hein, c'était vraiment la machine à laver. Hein. Je veux dire, le piratage il y a 20 ans, c'était une vaste blague. Donc voilà. Et puis depuis, il y a eu des belles écoles qui sont nées, Epita, Epitech. Il y a aussi Centrale hein, qui produisent des bons profils. On a Polytech, on a d'autres grandes universités, EPFL, MIT, et j'en passe, hein, aux US, à Boston aussi. Donc après, ces gens-là, ils sont rapidement enfin, attrapés, quoi, en fait, hein, par certaines grosses boîtes. Mais je dirais, il y a toujours des restes, un peu, dans la mesure où vous avez aussi, à côté des universités, le vrai canal formateur, c'est les CTF, donc les gens qui, eux, vont plus loin que faire un simple, je dirais un simple, c'est méchant ce que je dis, ils vont plus loin que faire des études, ils vont faire de la compétition. Voilà. Ouais. Moi, j'ai fait ça pendant quelques années. Je peux juste vous assurer un truc, c'est que psychologiquement, c'est difficile. Mentalement, et puis physiquement, c'est aussi hyper compliqué puisqu'on est sur 3 jours et il faut casser un maximum de systèmes à tour de bras. Et ça, autour de tout ça, on a tout un réseau qui tourne. Donc, recruter des gens, c'est aussi bon d'avoir un peu ce côté à la fois universitaire et puis à la fois un peu aussi border, c'est-à-dire tous ceux qui font les CTF, etc. Ce sont des bonnes personnes à recruter parce que elles ont mis pas que les mains, elles ont mis les pieds et la tête dans le cambouis. Et puis, et ils en ont fait un peu du miel. Donc, je parle de ça parce que certaines personnes que je connais qui font des CTF encore aujourd'hui n'ont pas de diplôme. Ils sont comme moi. Donc, vous ne les trouverez pas non plus dans les universités, ces gens-là. Ouais. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. On te rejoint complètement par rapport à ça, en tout cas. Et juste, je rappelle, il y a eu une super intervention hier de Mathieu Billot sur les CTF. C'est en replay sur Chez Technologies. Je vous recommande vraiment d'aller le voir. C'était génial si vous l'avez raté. Et il est complètement en phase avec ce que tu viens de dire, Michael. Surtout que, typiquement, moi, je parle de mon cas, je faisais partie d'une équipe qui s'appelait les Routards, qui a été plus ou moins dissoute il y a pas très longtemps au profit d'une autre équipe française, mais je faisais, et puis on a fini deuxième à la DEFCON, par exemple. Et ça, moi, ça m'a ouvert, je vous dis sincèrement, ça m'a ouvert les portes de plusieurs grosses entreprises, par relais, par rebond, par réseau.
c'est ici que les premiers regards se portent, à la fois de la part d'agences d'intelligence, enfin des services, ou d'autres entreprises privées sont très regardantes. Donc, c'est pas mal aussi d'avoir finalement faire des CTF, c'est même pour les jeunes, là, s'il y en a qui m'entendent, les CTF, ça va vous, vous endurcir. Il y en a quelques-uns, en tout cas, sur la formation cyber qui en font. Mais effectivement, Ouais, continuez. Ouais. c'est pas encore ancré dans les mœurs au niveau. Là, je vois sur le programme de formation, par exemple, du Bac plus 5, il n'y en a pas beaucoup et je trouve qu'effectivement, il devrait exploiter cet outil, clairement. Oui, du coup, pour clore la partie formation, ce qu'on voit, c'est évidemment c'est un sujet qui est un petit peu compliqué. Comment on peut avoir des compétences locales, expertes cyber qui restent, qui est le niveau suffisant, puisqu'il y a une montée en puissance nécessaire et peut-être de l'expertise à aller chercher ailleurs. Peut-être que des méthodes innovantes à Shafik et d'autres acteurs locaux de trouver, de se dire est-ce qu'on peut faire des échanges de RSSI, est-ce qu'on peut faire des learning expeditions, il y a peut-être probablement des choses qui existent. Moi, à un moment donné, j'avais travaillé lors de la reconstruction de Puerto Rico. Il y avait eu des fondations qui s'étaient créées, qui avaient aidé aussi à la mise en place de compétences cyber sur d'autres îles. Peut-être que ce sujet spécifique de la formation avec comment on fait en sorte que les gens restent locaux, il y a d'autres îles qui ont pu le rencontrer. C'est peut-être un sujet finalement à creuser. En tout cas, pour moi, c'est clair qu'il y a un sujet. Je rejoins Raphaël et Mickaël. Il y a un sujet d'expertise qui doit augmenter avec la problématique de dire une fois que les gens sont formés, comment on fait en sorte que malgré tout, ils restent sur le territoire. Il y a une autre Ouais. question qui a été posée que je trouve très intéressante, c'est le sujet on a parlé d'une vulnérabilité, la Log4j, la Log4Shell, qui nous est tombée officiellement ce week-end. Dans le domaine, on l'a vu apparaître depuis début décembre, si je ne dis pas de bêtises, au moins depuis le 1er décembre. Octobre même. Oui, mais probablement. Probablement plus. Sachant que les Chinois l'exploitaient depuis mars, hein, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, Ouais, probablement ouais. ça date de longtemps. Et en plus, moi, ce que je dis souvent, c'est que si tu veux, quand c'est tellement ouvert et open bar, que oui, ça fait une vulnérabilité critique de plus, mais on a encore 50, on est en retard, ceux qui ont déjà été dévoilés qu'on ne corrige pas. Mais par contre, il y a un vrai sujet de se dire, à partir de cette vulnérabilité critique et des obligations légales, quel lien finalement on peut faire entre les deux? Puisqu'évidemment, nous, on sait en tant qu'experts qu'il faut les corriger, mais comment pousser une organisation à le résoudre? Est-ce qu'il y a des obligations légales finalement liées à cette vulnérabilité critique qui est apparue sur le marché? Raphaël, Mickaël, je vous laisse prendre la Comme main vous pour voulez. celui-ci. C'est obligatoire, enfin, il n'y a pas le choix. Ça. Si quelqu'un récupère vos logs, récupère vos données ou utilise de toute façon, vous êtes responsable. Et vous êtes censé, c'est comme votre voiture, vous passez un contrôle technique pour pouvoir rouler sur la route. Et ben, c'est pareil, vos serveurs, ils doivent avoir l'équivalent d'un contrôle technique pour pouvoir passer. Donc, en fait, s'il n'est pas conforme pour rouler sur la route, il faut le mettre. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, vous prenez un risque. On ne vous oblige pas. C'est comme aller sur l'autoroute. Aujourd'hui, vous pouvez aller à 230 sur l'autoroute. Il n'y a pas de flash, il ne faut pas choper, tant mieux. Vous êtes chopé, vous êtes mort. C'est pareil. Vous pouvez laisser votre serveur ouvert sur le net, complètement à poil, avec toutes les vulnérabilités qui vont. Personne ne le voit, tant mieux. Bon, sauf qu'en fait, vous mettez une machine sur Internet, en 3 secondes, elle est scannée. Donc, on a fait un test une fois, on a mis une machine, on a mis un mot de passe d'un dictionnaire en SSH dessus. La machine s'est fait trouver en 45 secondes. 45 secondes. Alors, donc, des failles violentes comme ça, c'est encore plus visible. Donc, en fait, vous êtes quand même vous n'êtes pas tenu de le faire, mais il se passe quoi que ce soit, vous êtes responsable. Donc, du coup, ça augmente la probabilité finalement à ce que le gendarme demain vienne ou vous ayez un huissier qui vienne concrètement dans votre bureau demain avec une requête d'un client ou le gendarme. Mickaël, tu rejoins un petit peu ça en disant ça a vraiment un impact, cette vulnérabilité critique, ça peut augmenter même ma galère en termes de conformité, par exemple, en tant que Alors, ouais, dev. Log4j, c'est très clairement la vulnérabilité de l'année. Ah, ça nous Pour être amuse, très, hein. Ça pour être amuse très pas tout le honnête. monde, mais Ouais, non, c'est une catastrophe parce que d'autant plus que ça attaque les systèmes cyber en eux-mêmes, puisque c'est eux qui sont très consommateurs de Log4j, puisque ça touche au système de journaux et d'enregistrement de logs, etc. Surtout que ces mêmes systèmes tournent en général dans des environnements déjà privilégiés. Donc, le hacker, avec ce qu'on appelle un RCE, il a accès immédiatement en privilège système dans des zones voilà, censées traiter de l'information justement sensible. Au niveau de la réglementation, très clairement, il faut. Là, on est en train de parler de Emergency Response Team.
Il faut que l'entreprise ou le client qui traite de l'information confidentielle soit déjà est un inventaire de ce qu'il a, en termes, que ce soit en termes de logiciel ou en termes même de machine, et qu'il arrive à faire une comparaison entre les vulnérabilités et les logiciels qu'il a. Alors, Michael et Raphaël, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais volontairement. Bon, ok, à Paris ou à San Francisco ou un truc de malade, mais quand je suis au fin fond de la France, dans ma cambrousse, moi par exemple en Sarthe ou à La Réunion, c'est pas un peu abusé? Je fais exprès l'avocat du diable, mais qu'est-ce que vous allez répondre à ça? J'ai été contacté il y a 2 mois et demi par un grand groupe à La Réunion qui s'est fait défoncer tout son back-end. Ils n'avaient plus accès à rien, plus de compta et tout était effacé, etc. Et bien sûr, ils vont voir le backup. Ah bah, backup, il n'y avait pas. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que généralement, ce que Michael avait dit au début, c'est exactement ce qu'on voit. Les gens sont là pendant 30 ou 40 jours avant. Donc, un backup de 30 jours, c'est même plus assez. Il faut que votre backup remonte à moins 60 jours. Parce que les mecs, ils ont commencé à rentrer dans le système pendant 30 jours. Ils savent que les rotations de backup, c'est 30 jours. Donc, ils vont chiffrer tous vos backups pendant 30 jours. Ce qui fait qu'après, vous pouvez remonter à 2 jours, c'est mort, vous n'avez plus rien. Et donc, les mecs, ils avaient un backup qui marchait à peu près. Ils ont eu de la chance parce que leur backup, ils n'avaient pas vu qu'ils avaient craché le démon de backup 45 jours avant. Donc, ils ont perdu quand même 45 jours de data. Mais dans leur malheur, ils ont eu un bonheur, c'est qu'ils leur backup était frais de 45 jours. Donc, la boîte, elle n'a pas perdu 10 ans d'existence. Donc, en fait, vous pouvez être sur n'importe quel endroit de la planète, vous êtes vulnérable. Ils s'en foutent que ça y est de fin de leur part. C'est pas un peu l'inverse, d'ailleurs, Michael, je vais te laisser commenter ce que je vais dire, mais moi, ce que je vois, c'est que d'un point de vue criminel, en tout cas, ce que je constate, puisque moi je fais partie d'une alliance, je représente une alliance anglo-saxonne avec différentes polices du monde, on se rend compte que finalement, les organisations qui ont investi massivement dans la cybersécurité, je ne vais pas dire qu'elles se font moins attaquer, mais c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, du coup, on a des criminels en face qui souhaitent aller vers des cibles finalement plus faciles, des proies plus faciles. Et moi, ce que je vois, c'est que souvent, dans les entreprises avec lesquelles je travaille, ces proies, c'est souvent maintenant des structures qui sont aussi en province parce que c'est tellement plus facile à les défoncer. Est-ce que finalement, le fait d'être à La Réunion, c'est pas l'inverse? Est-ce que c'est pas un moyen de trouver des proies plus faciles? Alors, la définition de la proie plus facile, c'est un concept assez compliqué pour moi parce que qui dit complexité chez un client dit aussi complexité pour le hacker. Et quand le système informatique est aussi très simple, il est difficile pour le hacker d'y rentrer. Enfin, c'est un peu, il n'y a pas vraiment d'équilibre, d'ailleurs, il n'y a pas de frontière en fait. C'est un peu du tout venant. Si la personne, elle peut avoir de l'argent à donner, ça peut être 10 000 balles, ça peut être 600 000 balles, ça peut être 3 millions. Elle va essayer de d'estorquer cet argent-là. Donc, il n'y a pas de cible. Du coup, alors je sais que c'est produit en métropole, je ne sais pas l'île de la Réunion, mais il y a les CCI ont des listings des gens qui payent l'impôt sur la fortune. Du coup, c'est typiquement le genre de choses qui pourraient aller attaquer pour ensuite explorer à La Réunion en utilisant ces vulnérabilités, je ne dis pas de bêtises. Alors, de ce que je sais, moi, de la partie individuelle, c'est-à-dire les grands patrons, ils sont pas encore, je dis pas encore parce que je trouve que c'est assez faible, mais ils sont pas encore pris énormément en otage en fait. C'est-à-dire on retrouve pas d'affaires où on a tel patron du CAC 40 qui s'est fait violenter de façon individuelle et personnelle pour accéder à des moyens ou de l'argent de l'entreprise. Ça, pour le moment, c'est pas forcément le cas. Par contre, on voit des mouvements latéraux de personnes qui piratent des patrons, qui essaient de faire de l'arnaque au président, typiquement. Ça, c'est quelque chose donc où on enregistre la voix, où les personnes se font passer. Enfin, il y a vraiment des experts là-dedans qui sont. Du coup, alors je sais qu'il y a pas mal de questions, on n'aura pas forcément le temps de répondre à toutes. On arrive à peu près au bout de l'exercice, mais moi, ce que je pense qu'il faut se retenir. Je fais une remarque sur une des proies, les fournisseurs. Après, j'arrête les prestataires. Les prestataires d'infogérance, c'est une vraie calamité. Hein, je vous le dis direct. Ouais, non, mais c'est sévère. Hein. Si on doit regarder quelque chose au niveau de la sécurité, c'est chez les prestataires. Ah bah, grâce à eux, on a énormément de travail. Moi, je me bats au niveau de l'ANSI et autres en disant, mais il faut travailler dessus. Du coup, moi, ce qu'on peut retenir finalement sur la prise de conscience du chef d'entreprise, c'est que
de manière factuelle entre la presse, les attaques concrètes, c'est un peu compliqué de passer à côté. S'il ne le comprend pas, les malveillants vont le comprendre en face, puisque en plus, on a des obligations finalement en matière légale. Il faut se faire accompagner par des gens qui sont formés, pas juste quelqu'un de nommé en disant hey, c'est toi qui fais de la cyber parce qu'on est sur un sujet compliqué, avec des criminels qui comprennent les obligations légales si vous ne les avez pas vous comprises, et que du coup, on a maintenant un premier tissu qui s'est constitué à l'île Réunion, qui peut aussi vous accompagner localement sur ces sujets-là pour cette montée en maturité. Je vous remercie à tous les deux, Raphaël et Mickaël, pour votre disponibilité aujourd'hui. Encore plus un samedi où on fait les courses de Noël. Donc, je laisse la main à Shafik, mais merci Shafik, je te laisse reprendre la suite. Non, un grand merci à Théodore pour l'animation de cette table ronde. C'est vraiment très intéressant. Je pense qu'on peut passer clairement, moi perso, je peux rester encore des heures pour écouter Raphaël et Mickaël. C'est clairement un parcours très inspirant et effectivement, ce que disait Clément dans le chat, et je suis tout à fait d'accord, c'est votre parcours vraiment en tout cas, c'est pour ça aussi qu'on l'a enregistré. On va diffuser la vidéo à pas mal de structures ici sur l'île parce que c'est clairement quelque chose qui va être un élément moteur pour pas mal de jeunes qui vont vous découvrir, qui ne savent pas qu'effectivement, on a des cadres de la cybersécurité sur le plan international. Et ce que je peux juste vous demander, c'est la possibilité de réintervenir à nouveau parce qu'on a vraiment besoin de vous écouter, notamment sur des prochaines formations. Moi, j'aimerais bien que dès que vous avez un petit moment, que vous puissiez intervenir. Mais voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir partager ce moment avec nous, de vous être rendu disponible et de continuer à aller le plus loin possible dans ce domaine pour représenter le pays, comme on dit, la Réunion. Donne de l'air, mon nation. Voilà. Voilà, un grand merci Raphaël et un grand merci à Mickaël et Théodore, bien sûr, hein, et tous ceux qui ont intervenu, qui ont fait en sorte que la conf fut très, très animée et très instructive. Merci à vous aussi. Merci. Pareil. Bonne fête et restez en sécurité au take care. Ouais. Ça roule. Allez, merci beaucoup. Merci. À bientôt. On retrouve ça. Merci beaucoup.